Merci. Merci pour l'invitation. Je suis très content d'être à Marseille. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça met de bonne humeur de venir dans cette ville. Par rapport à... Je viens de passer un mois à Paris. Le contraste est dur. Qui ici a déjà lancé sa start-up? Levez la main. Ok. Qui pense lancer une start-up dans les 6 prochains mois? Ou une entreprise, ou etc. Et les autres, vous foutez quoi ici? Qui ne va jamais lancer d'entreprise de sa vie? Ok, super, bienvenue. Je pense que la question de quoi faire en 120 jours, elle est intéressante. C'est une vraie milestone en politique, 120 jours. Souvent, les types qui se font élire, ils disent qu'ils vont tout changer en 120 jours, puis après, c'est la cata. Souvent, quand on démarre un projet, on a une énergie au début qu'on n'a pas pendant très longtemps. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, les 120 premiers jours sont cruciaux. Et puis, il y a quelque chose de très intéressant en France sur le phénomène des 120 jours, c'est qu'en fait, il est très souvent lié à du chômage. Alors, en France, c'est pas 120 jours, c'est plutôt 18 mois. Mais j'ai remarqué un phénomène tout bête, c'est que les gens, quand ils ont une rupture conventionnelle ou un truc comme ça, ils ont 18 mois devant eux. Donc, en général, ils glandent pendant 17 mois, ils paniquent pendant 2 semaines, et ils font une boîte en 15 jours. Et ils ont tendance à ne pas écouter tout ce qu'on a pu raconter sur Internet, dans les vidéos, etc. Donc ce soir, je vais vous donner une méthode très simple, en 120 jours. Vous l'appliquez, tant mieux. Vous ne l'appliquez pas, ne m'emmerdez pas. Et si vous me dites, ouais, mais mon cas, il est particulier, moi, c'est pas pareil, machin, tout, je vous propose un jeu, c'est d'écrire cette phrase dans une enveloppe, de l'enregistrer avec la date, de la fermer, puis 18 mois plus tard, quand vous serez planté, vous réouvrez l'enveloppe et vous re-regardez cette phrase, parce que d'expérience, c'est quand même très très rare d'être original. Alors peut-être que vous êtes Sam Altman, mais c'est à ce niveau-là rare. Donc, les 120 premiers jours, en fait, il n'y a qu'une seule tâche. Et il faut comprendre en fait le secret de l'entrepreneuriat, c'est que l'entrepreneuriat, ça n'a rien de compliqué. C'est simplement faire quelque chose que les gens veulent. C'est aussi bête que ça. Si vous faites quelque chose que les gens veulent, et que vous êtes capable de faire quelque chose que les gens veulent et qui n'ont pas vraiment conscience de le vouloir, si vous avez cette intersection entre faire quelque chose que les gens veulent et ils n'ont pas conscience qu'ils le veulent, vous avez un puits de valeur. Si vous faites quelque chose que les gens veulent et qu'ils ont conscience qu'ils veulent, c'est ce qu'on appelle un océan rouge, vous serez souvent en concurrence avec plein de gens. Par exemple, je ne sais pas, vous lancez une boîte dans l'immobilier, ça c'est typique. Vous êtes en concurrence avec plein de gens, tout le monde fait de l'immobilier, donc votre seule façon de gagner, c'est d'être meilleur que les autres, ou du moins d'être aussi bon que les autres, ou d'être un petit peu moins bon que les autres, mais vous êtes dans le range de la moyenne du marché. Mais si vous avez la chance de faire quelque chose que les gens veulent et que ce n'est pas évident, eh ben, en général, vous êtes seul pendant un petit bout de temps, et si vous êtes seul pendant un petit bout de temps, vous pouvez capitaliser de la valeur. Et si on réfléchit à ce... Alors, ça sonne encore mieux en anglais, hein, c'est « make something people want », faire quelque chose que les gens veulent. Si on réfléchit profondément à ce que ça veut dire, bah d'abord, ça veut dire qu'il faut comprendre profondément que la plupart des gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Et alors, pourquoi, première leçon de psychologie, pourquoi les gens ne savent pas ce qu'ils veulent? Pourquoi quand on demande à quelqu'un « qu'est-ce que tu veux ?» il ne sait pas quoi répondre? Il y a 3 raisons à ça. Il y a une raison d'éducation. On n'apprend pas, enfant, à comprendre ce qu'on a besoin et ce qu'on veut. Et en général, les enfants qui demandent un peu trop ce qu'ils veulent ont tendance à être rappelés à l'ordre par l'école, par les parents, etc. Parce que la plupart du temps, il y a une telle disparité entre ce qu'un enfant veut et ce dont il a besoin que c'est normal d'essayer de l'éloigner de ça. Le problème, c'est que devenu adulte, on a perdu l'habitude de comprendre ce qu'on voulait. La deuxième chose, c'est qu'on n'ose pas dire ce qu'on veut. Par exemple, personne ici ce soir, pendant le cocktail, parlera de son genre porno. C'est une question que personne ne pose. Alors toi, c'est quoi ta catégorie sur Pornhub? Pourtant, Pornhub, c'est 1 milliard de visites par mois. 1 milliard de visiteurs par mois. De toute évidence, Pornhub fait un truc that people want. Mais on ne peut pas en parler. Et ça, cette pression sociale à dire ce qu'on veut, on la voit dans plein de petits détails de la vie. Par exemple, quand on demande aux Français quelle est leur chaîne de télé préférée, ils répondent Arte.
Arte fait 2% d'audimat, 80% des Français déclarent que c'est leur chaîne préférée. Pourquoi? Parce que quand on vous demande quelle chaîne est votre chaîne préférée, vous ne répondez pas à la vraie chaîne que vous regardez, vous répondez la chaîne que vous voulez être perçue comme regardée pour avoir l'air intello. Alors qu'en fait, franchement, enfin, je ne sais pas si vous avez déjà regardé Arte, mais c'est pas vraiment regardable. Sauf si vous voulez voir des gens bizarres danser à 2 h du matin, vaut mieux bourrer, parce que sinon, ça ne tient pas. Troisième chose, c'est que les gens, à cause de ça, ont une tendance naturelle à mentir. Dr House dit très célèbrement « tout le monde ment ». C'est la devise de Dr House. C'est une devise philosophique assez profonde dont on sous-évalue la portée. Et en fait, il faut avoir un peu d'empathie pour le mensonge des gens. C'est tout à fait normal de mentir. Et c'est un très grand problème quand on est entrepreneur. Parce que quand on est entrepreneur, on pense que c'est très simple. Il suffit de demander aux gens ce qu'ils veulent. Il suffit de demander aux gens ce qu'ils pensent de notre produit. Il suffit de demander aux gens leur avis sur notre business. Et gentiment, ils vont nous le donner. Alors qu'en fait, ils n'ont aucun intérêt à le faire. Et si je peux vous donner un enseignement, moi, qui est vraiment fascinant sur l'humain, c'est que ça fait 20 ans que je bosse. Ça fait que 20 ans que des gens me racontent leurs projets, leurs trucs, leurs rêves, leurs espoirs, etc. Et mon taux, on va dire, d'acceptation et d'amour est inversement proportionnel à mon honnêteté. Quand un mec vient me voir, si je lui dis son projet, il est génial, le mec va m'adorer. Si je lui dis la vérité et ce que j'en pense, il y a 9 chances sur 10 qu'il ne m'aime pas. Et c'est pour ça que je fais un métier très dur, qui est un métier où vous devez donner votre vrai avis sur les gens. Ils viennent avec leur projet, vous leur dites « bah non, c'est de la merde ». Et puis là, au lieu de simplement prendre cette info et se dire « bon, bah ce mec pense que c'est de la merde et ils vivent leur vie », ils veulent vous convaincre. Et donc, vous avez une incitation, si vous ne voulez pas perdre votre vie à écouter des gens, à vous convaincre, de leur dire « c'est génial ». Et d'ailleurs, il y a un truc assez marrant, ce qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Il y a un mec qui me pitch une idée, mais vraiment éclatée au sol. Et je dis franchement, c'est terrible, ça, je pense que ça marcherait au State. Ça, c'est une façon de dodger... je parle plus français, moi, putain. C'est une façon de renvoyer les gens très loin. C'est simplement de dire, oui, c'est pour les Américains. Et ils disent, ah ouais, c'est pour les Américains. Et là, le mec, il me regarde, il me fait... intéressant. Parce que moi, je trouvais que c'était complètement débile comme idée, mais maintenant, j'ai un doute. Je suis merde. Bon, en fait... Et donc, en fait, ce fait que tout le monde ment, ça amène les gens à faire 3 erreurs fondamentales dans les 120 premiers jours. Erreur fondamentale numéro 1, c'est de croire à leurs propres rêves. C'est-à-dire que les entrepreneurs, ils parlent toujours de ma vision, mon produit, mon envie, moi. Alors qu'en fait, il faut parler du client, de ses envies, de sa vision. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ce moment dans votre enfance. Moi, ça a été un moment extrêmement traumatisant. C'est que quand on est enfant, jusqu'à l'âge de 3, 4 ans, 5, 6 ans si vous êtes libanais, vous mangez à l'heure où vous avez faim. Parce que le monde tourne autour de vous. Un bébé, il a faim, on le nourrit. Puis un jour, on vous dit non, mais c'est pas l'heure de manger. Moi, je me souviendrai toute ma vie de cette phrase. C'est pas l'heure de manger. Quoi? Comment ça, il y a une heure pour manger? C'est quoi cette blague? Et donc, à ce moment-là, vous comprenez en fait que tous les gens autour de vous, là, et vous pensez que c'était votre personnel de maison et qu'ils étaient là pour vous, mais ils ont d'autres responsabilités, d'autres obligations, d'autres moments de vie, et vous dites, mais c'est quoi cette blague en fait? Enfin, je ne sais pas si vous avez dit ça, mais moi, gosse, je m'en souviens très bien, j'étais en rage. Je me disais, mais attends, c'est quoi cette blague de... Comment ça, il y a une heure pour manger? Et en fait, quand on est entrepreneur, on vit le même schéma. Quand on démarre, et vous le voyez dans la façon dont les entrepreneurs parlent, la différence entre un entrepreneur débutant et un entrepreneur confirmé, c'est qu'un entrepreneur débutant ne parle que de son idée, que de son projet, que de sa personne, que de son envie, que de sa vision. Et un entrepreneur confirmé parle des clients, du marché, de la réponse, de ce que les gens ont fait, etc. Parce que quand vous vous êtes pris le mur de parler de votre projet, et on se l'est tous pris, hein, imaginez qu'il y a beaucoup de bienveillance dans ce que je vous dis. Évidemment, je le dis avec un peu d'humour, mais je l'ai fait, tous les entrepreneurs le font. C'est qu'au début, on pense qu'on a une vision, qu'on a une idée, et que c'est ça la force entrepreneuriale. Mais la force entrepreneuriale, c'est pas ça.
La force entrepreneuriale, c'est les clients. C'est ni les investisseurs, ni les partenaires, ni les concours de pitch. Vous pouvez avoir tous les prix du monde qui vous disent que vous êtes le meilleur. Tant qu'il n'y a pas un client qui vous paye, vous n'existez pas. Tant que vous n'avez pas une transaction où les gens sont prêts à dire « Ouais, j'ai envie de consacrer de l'argent à ça et je suis prêt à donner de l'argent à ça », vous n'existez pas. Et donc, le premier et la première obsession d'un entrepreneur, c'est de comprendre qu'il n'est pas le centre de son projet, il n'est que le médium et le véhicule de son projet. La deuxième chose, c'est que dans les 120 premiers jours, l'erreur fondamentale que tout le monde fait, c'est d'être obsédé par avoir l'air plus sérieux qu'il n'est. Et ça, c'est bêtise de débutant numéro 2. Alors, j'en sais quelque chose, ma première boîte, j'ai fait à peu près le pack start de tout ce qu'il ne faut pas faire. J'ai pris un avocat. Premier truc que j'ai fait, j'ai été voir un avocat. Ensuite, j'ai été voir un comptable. Ensuite, j'ai designé un logo. Après, j'ai pris des bureaux. Et après les bureaux, je me suis dit, c'est marrant, j'ai toujours pas de clients. Qu'est-ce qu'elle fait déjà, ma boîte? Et j'étais épuisé. C'est-à-dire que si vos 6 premiers mois sont consacrés à parler à tous ces gens-là, il est fort probable que vous finissiez en dépression nerveuse. Parce que l'avocat va vous expliquer que rien n'est possible, tout est interdit. Le comptable va vous expliquer tout ce que vous devez payer, vous n'avez pas commencé à gagner d'argent. Taxes, machin, trucs, frais, etc. Votre logo, vous allez mettre énormément d'énergie dedans et vous allez vous rendre compte que tout le monde s'en fout. Et ça fait mal à l'ego. Et les bureaux, alors ça, les bureaux, c'est le summum du je m'en foutiste, c'est que ça vous donne l'impression d'avoir une excuse de raconter quelque chose aux gens. Si vous êtes toute la journée en slip à la maison et que votre entourage vous dit « vous faites quoi ?» et que vous dites « je suis entrepreneur », vous n'êtes pas crédible. Si vous allez au bureau tous les jours et vous dites « je suis entrepreneur », les gens ils ont un mécanisme, ils disent « ouais, ça doit être sérieux ». Le mec, il va à un endroit où il y a d'autres gens comme lui qui travaillent. Et de ce point de vue-là, l'invention des coworking space est l'une des plus grandes sources de toxicité de l'histoire entrepreneur. Parce que vous prenez tous les mecs qui ne savent pas ce qu'ils font, vous les mettez ensemble, et ils se montent la tête et ils s'encouragent entre eux, sans qu'aucun se dise « mais attends, il y a un problème, il n'y a pas un mec qui gagne plus d'argent que le kebab du coin ». Et ça, c'est parce qu'on a besoin d'inventer des sources de crédibilité. On a besoin de se rassurer. Et on a besoin d'expliquer à son entourage, d'expliquer aux gens avec qui on vit, d'expliquer à sa femme, à son mari, à ses parents, à ses amis, que non, on sait ce qu'on fait. Or, quelle est la vraie modestie d'un entrepreneur? C'est de reconnaître qu'il ne sait rien. Si vous voulez avoir la vraie bonne énergie dans les 120 premiers jours, c'est de commencer avec cette mentalité. Je ne sais pas et je vais le découvrir. C'est de comprendre que l'entrepreneuriat, ce n'est pas une quête artistique de création, ce n'est pas une quête égo-trip de construction, c'est réellement une quête scientifique de recherche. Et c'est quoi la bonne méthode quand on recherche? On émet un certain nombre d'hypothèses et on essaye de vérifier le plus vite possible si ces hypothèses sont vraies ou pas. Et là commence le troisième problème de l'entrepreneuriat, qui est le problème le plus dur, le plus grave, et qui tue le plus de startups, surtout en France, le rapport au temps. Le rapport au temps est essentiel. Vous avez besoin, quand vous êtes entrepreneur, d'être dans l'urgence permanente. Alors, moi je peux vous raconter comment j'ai découvert ça. C'est quand j'étais aux États-Unis pour la première fois. Les États-Unis, ils ont une chance incroyable, c'est qu'ils n'ont aucun système social. Alors, je ne fais pas de politique, vous êtes de gauche, je m'en fous. Si vous me dites c'est terrible en tant que pays, c'est sans doute vrai, ce n'est pas mon problème. Ce que je veux dire, c'est que comme tout système extrême, ça a une conséquence très simple sur les individus, c'est que ça les extrémise de l'autre côté. Comme vous n'avez pas de chômage, pas de parachute, pas de filet de sécurité, vous avez une espèce d'énergie ici qui est proche de la mort. Vous dites, si ça ne décolle pas cette semaine, je suis foutu. Et ça, les Américains sont incroyables de ça. Et alors, je vous raconte une anecdote honteuse.
j'avais 20 ans, j'arrive aux États-Unis pour la première fois, et moi, à 20 ans, en France, j'étais une mini-star déjà à l'époque. Parce que j'avais fait des trucs que les gens n'avaient pas fait. Et puis, j'arrive aux États-Unis, et je me souviens toute ma vie d'un rendez-vous avec un mec qui s'appelle Bernard Sled. D'ailleurs, s'il verra cette vidéo, je le remercie. Je m'assois dans un café avec lui, puis je commence à lui raconter, voilà, je fais cette boîte, on m'a fait tant et tout. Et il me regarde et il fait, mais t'as fait ça par semaine? Je dis, non, 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 c'est le chiffre d'affaires qu'on a fait depuis la création, il y a 24 mois. Et là, il me regarde et il fait, mais vous avez foutu quoi, en fait? Et moi, je comprenais pas. Je dis, mais attends, c'est quand même incroyable et tout. Il me dit, non, mais il n'y a rien qui va. Et il me regarde et il me dit, mais c'est quoi ton planning demain? Je dis, bah, je sais pas, je rencontre machin et tout. Et là, je voyais qu'en fait, il était choqué. Il se disait, mais tu te rends compte de tout ce que tu peux faire dans une journée? Et là, j'ai compris un truc, c'est le pouvoir de l'intensité. L'intensité, c'est quelque chose de très sous-coté. Entre être intelligent et intense, vous avez plus de chances de réussir en étant intense. Toute chose égale par ailleurs, vaut mieux faire les choses rapidement que bien. Prenons, c'est la minute maths. Accrochez-vous. Traçons une courbe imaginaire. Et le monteur, tu me fais une jolie courbe là. Et on va la graduer de 0 à 10. Vous la voyez là dans votre tête, la courbe? Ok. Imaginons qu'à chaque fois... Donc, pardon, traçons deux courbes, parce qu'il y a deux personnes. Il y a Bobo le bourrin et Pierre l'Intello. Bobo le bourrin, à chaque fois qu'il prend une décision, il a moins d'une chance sur 10 de prendre la bonne décision. Mais il prend cette décision en moins d'un créneau. Ok? Pierre l'Intello, il a 90% de chance de prendre la bonne décision, mais il la prend en général en 5 créneaux. Et si on fait le graphe, eh ben on aurait Bobo le bourrin qui aurait tort 80% du temps, mais qui dans un cycle de 10 créneaux prendrait en permanence 2 bonnes décisions. Alors que l'autre, il aurait 90% de chance de bonne réponse, mais dans un cycle de 10, il n'en prend qu'une. Ce qui veut dire qu'il y en a un qui fait 1 plus 1 plus 1 plus 1, et l'autre qui fait 2 fois 2 fois 2 fois 2. En gros, Bob est ce qu'on appelle une suite géométrique, il multiplie ses actions, pendant que Pierre est une suite arithmétique, il additionne ses actions. Et ce qui est fou, c'est qu'on imagine que prendre une mauvaise décision, ça coûte cher, alors que très souvent dans l'entrepreneuriat, plus la décision est radicale, forte et intense, et plus elle est évidente qu'elle est mauvaise rapidement. Si vous hésitez entre deux choses, le temps de réflexion sera toujours supérieur en coût au temps d'action. Et comment cela, finalement, le vrai secret de l'entrepreneuriat, c'est que ce n'est pas l'information qui crée l'action, ce que tout le monde imagine, c'est l'action qui crée l'information. Parce que ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que l'entrepreneuriat, c'est un processus dynamique où même si on fait des conneries au hasard, eh ben, ces conneries au hasard nous donnent des infos. Et ces infos créent une feedback loop qui fait des actions de plus en plus précises. C'est pour ça que la courbe d'apprentissage de quelqu'un d'intense et rapide est exponentielle, alors que la courbe d'apprentissage de quelqu'un de réfléchi est au mieux linéaire. Et donc, si vous voulez réussir vos 120 premiers jours, la méthode est incroyablement décevante et simple. Il suffit de faire 3 choses. 1, réduire son échelle temporelle. Ne plus avoir plus de 24 heures d'horizon de temps. Ne vous dites pas que vous avez 120 jours devant vous. Dites-vous que vous avez 24 heures devant vous. Et tant que vous n'avez pas les moyens d'avoir plus d'argent pour prendre des décisions plus lentes, vous devez avoir comme champ d'action une journée. Par exemple, quand j'ai créé The Family, on s'était donné comme règle 72 heures. Toute idée, toute phrase, toute action qui avait besoin de plus de 72 heures de préparation, on ne la faisait pas. Si quelqu'un disait « ouais, la semaine prochaine, on pourrait », on disait « non, vas-y, m'en parle pas.
qu'est-ce qu'on fait demain et après-demain. Et on avait un agenda en permanence à 3 jours. Ce qui fait que ça vous met tout de suite dans l'action. Réduire votre temporalité, ça vous force à aller à l'essentiel. 2, observez vos clients plutôt que leur parler. Le meilleur moyen d'observer les clients, c'est de produire. Produisez des produits, produisez des prototypes. Faites des choses simples, faites du faux, faites du théâtre, faites de l'illusion. Mettez-vous en situation de voir le comportement réel des gens. Vous avez un truc à vendre qui n'est pas prêt, vendez-le. Et regardez si les gens achètent ou pas. Parce que ça ne sert à rien de le préparer pendant des mois si à la fin les gens n'achètent pas. Et retenez cette règle, c'est que c'est beaucoup plus simple de vendre quelque chose qui n'existe pas que quelque chose qui existe. Tous les scammers le savent. Quelle est la grande leçon que les scammers ont à nous apprendre? C'est que c'est beaucoup plus simple de vendre du rêve à quelqu'un que du réel. Alors, le problème de l'entrepreneuriat, c'est qu'il va falloir passer du rêve au réel. Mais ça, c'est un autre sujet. Vous allez le faire, ça va être dur, ça va prendre plus que 120 jours. Mais si vous avez la conviction que vous avez un product market fit, à savoir que votre produit rencontre son audience et qu'il y a vraiment quelque chose que les gens veulent, bah alors c'est très simple, vous pouvez aller à fond et vous pourrez avoir l'énergie de tenir les 3 ans, les 5 ans, les 10 ans que ça se nécessite à rendre réel. Mais le problème de l'entrepreneuriat, c'est pas ça. Le problème de l'entrepreneuriat, c'est que les gens passent des années à faire des choses dont personne ne veut. Combien de gens autour de vous ont codé un produit pendant 2 ans, 3 ans dans leur cave avec 1 million de features, 10 business plans, 3 dossiers BPI et à la fin, même leur chien, il ne veut pas acheter. Même s'ils donnaient de l'argent à leur chien, ils ne l'achèteraient pas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont oublié que la seule action qui compte dans l'entrepreneuriat, c'est de faire quelque chose que les gens veulent. Et la 3e action, c'est recommencer et recommencer et recommencer. Ne pas avoir peur de la feuille blanche. Ne pas me raconter, oui, mais mes phrases préférées. Oui, mais j'ai une marque, les gens vont être perdus si je change mes prix. Les gens s'en foutent. Et là commence la 2e grand secret de l'univers. Je vous ai dit, secret numéro 1, tout le monde ment. Secret numéro 2, tout le monde s'en fout. Imaginez vous tous dans cette salle. Vous êtes une centaine. OK? Imaginez que ce soir, vous vous fassiez comme challenge de savoir ce que les 99 autres personnes font. Imaginez que ça prend 10 minutes par personne. Ça fait 990 minutes. 990 minutes divisé par 60, ça fait... Quelqu'un sait faire ça? 10, 20, 17. Ça fait 17 heures. C'est-à-dire qu'il va falloir consacrer les 17 prochaines heures de votre vie simplement à vous intéresser. Alors je veux bien la richesse de l'humain, l'envie de connaître les autres, le bien-être positif, circulaire, etc. Mais en fait, vous êtes entrepreneur, vous n'avez pas le temps. Donc, quand vous êtes entrepreneur, vous avez besoin d'être un putain d'égoïste. Vous avez besoin de fermer vos chakras. Vous n'êtes pas là pour passer votre temps à écouter les autres et à essayer de comprendre ce que tout le monde fait autour de vous. Vous avez simplement besoin de comprendre qu'est-ce que les gens veulent et qu'est-ce que ça va coûter de le fabriquer. Et c'est normal que les gens s'en foutent, ils n'ont pas de temps. Je veux dire, imaginez ce que c'est la vie de quelqu'un. Il y a 24 heures dans une journée, il y a à peu près 18 heures qui sont prises par le sommeil, l'alimentation, le travail. Ça laisse 6 heures de libre. Dans ces 6 heures, il faut rentrer le bonheur, l'amour, Netflix, YouPorn. Donc, évidemment que les gens, pour faire rentrer quelque chose dans leur environnement, ils ont besoin d'être convaincus, ils ont besoin que vous créiez le désir. Et donc, très souvent, la bêtise que les entrepreneurs font, c'est de vouloir faire tout ce qui est facile et tout ce qui ne les confronte pas au réel. Parce que pourquoi les gens ne veulent pas lancer un produit vite? Pourquoi les gens ne veulent pas tester tout de suite leur idée? Pourquoi les gens résistent de toute leur force contre ça? Parce qu'il n'y a rien de plus terrible que le fait que les gens disent non. Il n'y a rien de plus terrible que le rejet. J'ai eu récemment un entrepreneur qui vient me voir et qui me dit « Ouais, j'ai une idée géniale. Je vais faire une plateforme pour aider les gens à sortir le vendredi soir. Parce que les gens, ils ne savent pas quoi faire le vendredi et ils auront des suggestions sur mon app. » Alors ça, c'est mon pitch préféré. S'il y en a un ce soir qui l'a, par pitié, épargnez-moi. Je crois que je l'ai entendu 1000 fois ce pitch sur les 20 dernières années. Alors,
comme il était sympa, je lui dis, écoute, on va faire un truc tout bête. La semaine prochaine, tu prends tous tes potes et tu leur organises leur vendredi soir à la main. Tu appelles tous tes potes et tu leur dis, qu'est-ce que tu veux faire vendredi, et je t'organise tout. Et je te fais des suggestions, je te prépare un tableau Excel, tu choisis, tu machin. Et il me dit, mais attends, je ne vais pas faire à la main pour le monde entier. Je dis, non, non, mais on scalera après dans une app. Viens, on le fait pour tes potes. Le mec, il vient la semaine d'après, il me dit, ouais, j'ai vachement bien avancé sur les wireframes. J'ai fait un design de l'app, ça va être d'enfer. J'ai dit, c'est super, mais viens, on essaye avec tes potes. On essaie juste d'organiser le vendredi soir. Allez, j'étais un peu ambitieux la semaine dernière. Viens, on fait 3 potes. 3. Tu me trouves 3 potes, tu les appelles. La semaine d'après, il vient, il me fait, alors, je viens de contracter une agence Google Ads. Ils vont faire mes pubs pour mon app. Bon, là, je me suis dit, je ne vais pas y arriver, je l'oublie. Je le recroise un an après. Je dis alors, ça va? Et là, il me sort un truc de fou. Il me dit, ouais, je viens de lever 500 000 € avec des business angels. Ok. C'est pas encore un mec qui va monter la réputation des startups pour les retours financiers. Hein. C'est super, bravo. Et il me dit, ouais, d'ailleurs, j'hésite, machin. Je suis désolé, au revoir. Je le recroise 6 mois après, et il me dit, voilà, on a dépensé tout l'argent, on a fait une app de ouf, on a eu 17 téléchargements. On dirait qu'il n'y a personne qui a besoin d'organiser ces vendredis soirs. J'aurais dû t'écouter, j'aurais dû appeler mes potes. Et en fait, ce parcours-là, il est hyper courant, hyper naturel. Mais si ce soir, je peux vous convaincre d'une chose, c'est que si vous êtes entrepreneur, vous avez besoin d'un déclic mental extrêmement important. C'est que les clients sont le proxy de votre succès. Ce n'est pas les investisseurs, ce n'est pas les levées de fonds, ce n'est pas les dossiers, rien de tout ça n'est le proxy de votre succès. Si les gens font la queue pour acheter ce que vous faites, vous trouverez toujours un moyen de grossir et être successful. Si les gens ne font pas la queue pour ce que vous faites, tout va être dur, tout va être compliqué. Et si vous croyez que c'est une question de com ou d'énergie ou de tout ça, ça ne fonctionnera pas. Pour finir sur une note positive quand même, parce que je ne peux pas vous déprimer, c'est que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de magique, parce que c'est une méritocratie, et c'est l'une des rares méritocraties réelles du monde. Vous pouvez aller en politique, c'est très compliqué, il y a plein de passe-droits, il y a de la politique par définition. Si vous travaillez dans une grande entreprise, c'est compliqué, passer les échelons, etc. Pour que vous gagniez, ça suppose que quelqu'un perde. Parce que plus vous montez, plus c'est une pyramide, moins il y a de postes, plus il faut donner des coups de couteau forts pour monter à l'étage d'au-dessus. L'entrepreneuriat, c'est l'un des rares domaines du monde humain qui a 3 caractéristiques magiques. Caractéristique numéro 1, ce n'est pas un jeu à somme nulle. Ce n'est pas parce que vous gagnez que les autres perdent. D'ailleurs, au-delà des 120 jours, ne regardez jamais votre concurrence. La concurrence, ça n'existe pas dans les startups. C'est un autre sujet pour une autre conférence, mais souvenez-vous de cette phrase. 2, l'entrepreneuriat, c'est un des rares domaines humains qui a un critère du vrai absolu. Si vous avez raison, vous gagnez de l'argent. Si vous avez tort, vous perdez l'argent que vous méritez de perdre. Et c'est le montant de la leçon que vous méritiez. C'est incroyable, ça se fait super bien. Si vous perdez beaucoup d'argent, c'est que vous avez eu beaucoup tort. Si vous gagnez plein d'argent, c'est que vous avez eu beaucoup raison. Et quand on vous dit, oui, mais il y a de la chance, machin, oui, c'est vrai. La chance est réelle. Hein. Il y a des gens qui ont acheté du Dogecoin. C'est pas... Mais combien l'ont gardé? Combien l'ont fait fructifier? Combien ont réussi à vraiment le transformer? Et ça, c'est la 3e caractéristique de l'entrepreneuriat. C'est que c'est une méritocratie dans laquelle le point de départ n'est peut-être pas le même. Peut-être qu'il y a des gens qui peuvent être favorisés parce qu'ils ont une famille qui leur donne de l'argent, ils ont tout ça. Mais c'est une illusion parce que dans l'entrepreneuriat, le mérite vient toujours après. Imaginez que dans cette salle, vous dites « oui, mais machin, il a hérité d'1 million d'euros, il a pu faire son business ». Je suis sûr que si là, je donnais 1 million d'euros à 100 personnes dans cette salle, il n'y aurait pas beaucoup de gens qui me le rendraient, ce million d'euros. Parce qu'en fait, ce n'est pas l'argent qui fait les projets, c'est les projets qui font l'argent. Et il y a quelque chose de vraiment fondamental dans l'entrepreneuriat,
c'est que si vous faites quelque chose que les gens veulent, eh ben vous verrez que tout devient simple. Le recrutement devient évident parce que tout le monde a envie de travailler pour quelqu'un de débordé. Personne n'a envie de travailler pour un glandeur. Si vous avez quelque chose que les gens veulent vraiment, tous les investisseurs viendront. Parce que les investisseurs veulent financer les choses qui marchent. Vous pouvez vous dire, ouais, mais c'est un peu trop tard, on n'a plus besoin d'eux. Bah si, vous pouvez toujours avoir besoin d'eux. Ça peut être toujours compliqué de scaler, créer des infrastructures, avoir du capital, etc. Ça peut être nécessaire. En tout cas, les investisseurs vont plus facilement vers les gens qui ont du succès et de la demande et de l'attraction que les autres. Et c'était une méritocratie, pour le dernier point, qui est le plus absolu, c'est qu'on est dans un monde où tout ce que vous pouvez fabriquer, vous avez juste à le vouloir pour le faire. Encore, il y a 6 mois, avant la révolution de l'intelligence artificielle, il y avait des vraies barrières à l'entrée. Apprendre à coder, apprendre à faire du produit, etc. Mais ces barrières sont en train de disparaître et la seule chose qui reste, c'est la volonté. C'est l'envie, c'est le désir, c'est la passion, c'est le fait de vraiment être capable de mettre de l'intensité dans ses actions. J'espère que je vous aurai tous donné envie de passer à l'action. On a 45 minutes ensemble pour les questions. Je suis là pour vous ce soir. Merci beaucoup. Putain, pile poil 45. Alors, qui veut poser la première question? Vas-y. Ouais, bah, il a été... T'inquiète pas, je répète ta question. Alors, on parle beaucoup de l'avantage compétitif en fait dans la création d'entreprise. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment important ou c'est quelque chose qui vient après? Après coup, Ouais. L'avantage compétitif, ça n'existe pas dans les startups. Ça, c'est un mot d'école de commerce qui repose sur une analyse, je pense, très dysfonctionnelle du monde de l'entreprise, qui imagine que la concurrence, c'est quelque chose de réel. Et je vais te raconter mon histoire préférée sur ce sujet-là. Coca, dans les années 80, avait un monopole sur les distributeurs de canettes dans les universités américaines. Grosso modo, ils avaient signé des exclus avec toutes les universités américaines. Et c'était une part non négligeable dans les années 80 de leur chiffre d'affaires. Hein. Imagine tous les étudiants américains qui boivent des canettes de Coca tous les jours. C'est pas un truc. Pepsi attaque Coca devant la Cour suprême. Ça donne un procès très célèbre, Coca vs Pepsi. Et après 8 ans de bataille juridique, des dizaines de millions d'avocats, ils gagnent. Branle-bas de combat chez Coca, c'est la catastrophe, on va perdre du revenu, machin. Et donc, Coca est condamné par la justice à aider Pepsi à installer un distributeur de Pepsi à côté de chaque distributeur de canettes de Coca aux US. Ok? Qu'est-ce qui se passe? Les ventes de Coca montent. Ça, ils ne l'ont pas vu venir. Hein. Pourquoi? Parce que quand tu as un distributeur de Coca, la question sous-jacente que tu te poses psychologiquement, c'est est-ce que je veux un Coca? Quand tu vois un Coca et une Pepsi, la question sous-jacente que tu te forces à poser, c'est est-ce que je veux un Coca ou un Pepsi? Et donc les ventes ont monté. À ce moment-là, Coca a compris que son concurrent, ça a été un changement immense de stratégie pour Coca. Ce n'était pas Pepsi. C'était tout ce qui était une alternative au Coca et qui créait du bonheur. Le slogan « Coca is happiness » date de cette époque. Parce qu'en fait, Coca s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas du tout dans la bataille, que si les gens buvaient du Pepsi, ils boiraient du Coca. Et qu'au contraire, il fallait aider Pepsi à se développer parce que ça, c'était leur marché commun. Et vraiment, les gens sont complètement cons sur la concurrence parce qu'ils imaginent que c'est un jeu à somme nulle. Les politiciens sont complètement cons sur ce sujet-là et croient que c'est un jeu à somme nulle. Et les chefs d'entreprise encore plus. Et ils adorent se faire des guerres inutiles, etc. Mais la vérité, c'est que le développement économique, il est exogène. Et donc l'avantage comparatif, c'est un concept un peu con parce que si tu fais exactement la même chose que les autres, c'est déjà très bien. Tu n'as pas besoin de te différencier par un avantage comparatif. Alors, si tu as un avantage comparatif, naturel et réel, c'est toujours mieux. Je ne suis pas en train de dire que les avantages comparatifs ne sont pas nécessaires. Ils ne sont pas utiles, mais ils ne sont pas nécessaires. Est-ce que tu penses qu'il faut être passionné par la niche pour lancer le business?
Est-ce que tu penses qu'il faut être passionné par la niche pour lancer le business? Alors ça, c'est une question hyper importante. La passion, c'est la potion magique dans Astérix. C'est pas que la passion, ça a un pouvoir spécial. C'est juste que le meilleur moyen de gagner, c'est de travailler. Le meilleur moyen de travailler, c'est d'être passionné. Celui qui est réellement passionné n'a pas l'impression de travailler un jour dans sa vie. Moi, là, ce soir, j'ai pas l'impression de bosser avec vous. D'ailleurs, moi, ça fait longtemps que j'ai plus l'impression de bosser. Je me dis, putain, c'est quoi ce hack? C'est-à-dire que je fais ce que j'ai envie de faire et on me donne de l'argent pour ça. C'est trop bizarre. Mais en fait, c'est parce qu'à un moment, j'ai compris qu'on ne donnait pas de l'argent pour ce que moi, je valorisais, mais pour ce que les gens valorisaient. Et moi, je ne valorise pas mon travail, mais le marché le valorise. Et tant mieux. Et c'est en ça que la passion te différencie. C'est que la passion, ça te permet l'heure de plus, les 2 heures de plus par jour qui vont faire la différence sur toi-même. Parce que c'est même pas une question, tu vas travailler 2 heures de plus que tes concurrents, etc. Non, c'est tu vas travailler 2 heures de plus pour toi, et donc 2 heures de plus tous les jours pendant 20 ans, et ben la courbe d'apprentissage, elle est incroyable. Après, je reconnais que la passion, c'est rare. D'ailleurs, je suis triste pour 90% d'entre vous, parce que je sais que vous n'avez pas de passion, et je ne sais pas quoi faire pour vous. Mais j'ai l'impression que c'est que les gens ont la mauvaise approche de genre ce truc. Moi, je suis un passionné naturel. C'est-à-dire que si je m'intéresse à un sujet, ça devient une passion. Parce que je trouve qu'il n'y a pas de meilleure façon qu'être hyper intense. Quand j'avais 5 ans, j'étais passionné par les dinosaures. Après, j'ai eu un nombre de lubies incalculables. Et par exemple, je sais pas, un jour, j'ai regardé la série Viking et je trouvais ça sympa. Après, je me suis dit, ah, mais est-ce que c'est vrai? Donc, j'ai comparé chaque épisode à la page Wikipédia de l'épisode. Après, j'ai lu des livres sur les Vikings. Après, je me suis dit, il faut faire une croisière viking. Après, j'ai visité tous les musées vikings. Après, j'ai trouvé un architecte viking. Après, j'ai construit une maison viking en Normandie avec un altar de Thor, etc. Après, j'ai fait des cérémonies vikings avec mes potes. Puis après, je me suis dit, franchement, ça devient un peu chiant, là. Je vais faire autre chose. Donc, j'étais un passionné des vikings pendant 4 ans. J'ai appris plein de choses qui ne servent à rien. Mais j'étais très heureux. Et en fait, quand tu as cette capacité-là, le jour où tu t'intéresses à un business, bah, tu fais la même connerie, c'est-à-dire que tu vas vraiment à fond. Et ma théorie, je ne sais pas si c'est vrai, c'est que souvent les gens qui manquent de passion, c'est qu'ils manquent juste d'intensité. Vous vous rendez pas compte que faire quelque chose que vous n'aimez pas, avec le bon état d'esprit et la bonne intensité, vous allez forcément tomber passionné. Je pense que la passion, c'est un truc fake en fait. C'est pas un truc qui tombe du ciel. Souvent les gens ils disent ouais, mais il n'y a rien qui me plaît et tout. Tu fais putain, mais mec, ta life quoi. Mais comment tu vis ta life? Et c'est très courant, les gens sont très très passifs. Alors il y a 2 théories. Soit on est dans une simulation et les gens passifs sont des NPC, et en fait ils n'ont pas eu la feature passion, et donc ils sont là et ils attendent pour que les gens qui ont de la passion ils soient utiles pour eux. Donc mes excuses. Ou en fait c'est juste qu'ils n'ont tout simplement pas fait preuve d'intensité. Mais essayez l'intensité. Et au hasard, hein, par exemple, moi, un truc que je faisais avec mes neveux et nièces quand ils étaient petits, c'est que je leur faisais choisir des sujets. On tirait des sujets au sort, complètement random, et pendant 1 semaine, on faisait que ça. Et ça donnait des trucs très drôles. On faisait des trucs trop marrants. Parce que, en fait, quand on fait avec beaucoup d'intensité quelque chose, on finit toujours par découvrir des choses cachées, secrètes. On devient meilleur, ça crée du plaisir. Quand on crée du plaisir, ça envoie des trucs chimiques dans le cerveau qui nous donnent envie d'aller plus loin et tout. Donc, à mon avis, être passionné, c'est juste une question de méthode. Mais je suis pas sûr. Essayez, vous me direz. Ouais. Ah, ça c'est l'autre drame, les multipassionnés. Bah ça, les multipassionnés, ils payent très très cher leur manque de discipline. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'il faut être focus pour réussir. Ça, c'est... Il n'y a pas beaucoup de lois comme ça. Hein. Il y a quelques lois qui sont vraies en tout temps, tout lieu, etc. Et il y en a une que je n'ai jamais vu personne violer, c'est le focus. Et donc, en fait, souvent, quand tu es multipassionné, c'est que tu manques de capacité à faire des choix et tu manques de capacité à simplement faire quelque chose. Et le problème, c'est que les gens imaginent que le focus, c'est éternel.
Alors qu'en fait, le focus, c'est un acronyme un peu marrant. Alors, c'est un mot latin, focus, machin. Mais c'est aussi un acronyme marrant. C'est Follow one course of action until success. C'est pas forever, en fait. C'est juste qu'il y a un moment donné, il faut rentrer dans un tunnel et ne faire qu'une chose et le faire très bien jusqu'à ce que ça décolle. Est-ce que pour toi, c'est indispensable la levée de fonds pour la croissance et le développement de SaaS? Est-ce que pour toi, la levée de fonds est essentielle pour la croissance d'un SaaS? Non. Après, faire un SaaS sans levée de fonds, c'est dur, mais c'est pas impossible. Donc, c'est pas essentiel. De toute façon, de l'argent, il n'y en a plus en France. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous vivez dans un pays du tiers-monde, donc il va falloir adopter la méthode tiers-monde. Hein. C'est une réalité à laquelle les Français ne veulent pas faire face. Et je vais vous donner 2 chiffres qui me fascinent en ce moment. Comme ça, je vais commencer mon petit programme politique. Chiffre numéro 1, est-ce que vous connaissez l'indice Big Mac? L'indice Big Mac, c'est quoi? C'est la comparaison du prix du Big Mac dans tous les pays du monde. Mais il y a un indice dans l'indice Big Mac qui est encore plus intéressant que l'indice Big Mac. C'est le temps nécessaire de travail pour gagner un Big Mac. En 1995, un Suisse et un Français devaient travailler le même temps pour gagner un Big Mac. Et puis, entre 1995 et nos jours, aujourd'hui, un Français doit travailler pratiquement 40 minutes pour un Big Mac, quand un Suisse ne doit travailler que 4 minutes. Eh oui, les gars. En fait, les chiffres, c'est l'illusion. Quand on vous dit que la France, 5e puissance mondiale et tout, c'est du pipeau. Le PIB par habitant de la France est en écroulement. On avait un PIB par habitant en 81 qui était égal à celui des États-Unis à peu près, grosso modo. Aujourd'hui, le PIB par habitant en France est de 45 000 euros, aux États-Unis, il est de 75 000. À Dubaï, il est de 102 000. Donc en fait, le monde autour de vous a changé, la réalité économique de ce pays a changé, mais personne ne veut update l'information. Et si vous êtes un entrepreneur français, vous avez intérêt de développer les réflexes des entrepreneurs du tiers-monde, à savoir une capacité à produire de l'argent par soi-même, rapidement, en masse, pour pouvoir vous développer. Vous n'êtes pas en Amérique, il n'y a pas de levée de fonds. Les levées de fonds dans les startups en France ont fait moins 90%. Elles n'ont pas fait moins 20%, moins 30%, elles ont fait moins 90%. Désolé, ça me fait rire, mais je trouve ça lunaire. Et donc, en fait, si vous êtes entrepreneur et vous dites que vous avez la possibilité de lever des fonds, vous fourrez le doigt dans l'œil. Grosso modo, en ce moment, la levée de fonds, si vous n'avez pas fait HEC ou Polytechnique et que vous ne faites pas une boîte dans l'IA et que vous êtes en France, vous pouvez oublier la levée de fonds. Il n'y a plus d'argent, c'est fini, la fête est finie. Et bientôt, la BPI, qui a arrosé tout le monde, etc., on va faire les comptes. J'ai hâte de voir les comptes. Parce que moi, je les connais, les mecs qui ont pris l'argent de la BPI. Je ne suis pas sûr qu'ils vont rendre beaucoup d'argent. Donc je pense que le mécanisme de création de valeur, il est un peu cassé. Oui, dis-moi. Comment tu fais passer d'un business qui marche à un business qui cartonne? Comment tu as vraiment décollé un business qui fonctionne à un business qui... La différence entre un business qui fonctionne et un business qui cartonne, je pense que, encore une fois, c'est simplement une question d'énergie. On ne se rend pas compte à quel point un individu peut faire la différence dans une boîte. Pendant très longtemps, j'avais la théorie un peu classique qu'on a tous, qui est que, en fait, le capitaine dans un bateau n'est pas si important que ça. Et que si le capitaine n'est pas bon, le personnel sera très bon, l'équipe gérera. Puis un jour, j'ai fait une croisière avec un capitaine éclaté au sol. Et j'ai vu des gens très intelligents devenir complètement dysfonctionnels. C'est-à-dire que quand le leadership était dysfonctionnel, toute la chaîne était dysfonctionnelle. Et c'est là que j'ai compris, en fait, les Steve Jobs, les Elon Musk, les Mark Zuckerberg. C'est qu'en fait, on a beaucoup, beaucoup de mal, et je suis le premier, hein, je veux dire, regardez, les gens célèbrent mes succès en France, disent que j'ai un parcours incroyable, etc. Je suis né la même année que Zuckerberg. La distance de succès entre moi et Zuckerberg, elle est beaucoup plus élevée que la distance de succès entre moi et n'importe qui dans cette salle. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'échelle dont on parle. Et on est nés la même année. Ça m'a foutu la rage pendant des années, ça. Puis après, je me suis dit, bon, chacun sa vie. J'ai mon chemin. Je pense que je mange mieux que lui. Donc on se rassure comme on peut. Mais vous voyez,
en fait, il y a un moment, la différence entre lui et moi, c'est qu'il a pris des meilleures décisions de façon plus récurrente. Et ça, la capacité de jugement, c'est hyper important. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il a mis une intensité dont j'ai jamais été capable. Moi, j'ai vu ces gens opérer. Vous n'imaginez pas le niveau d'énergie auquel opère un Steve Jobs, un Elon Musk, un Mark Zuckerberg. Genre, il y a quelque chose de inhumain à être milliardaire et vivre aussi mal. Normalement, la vie est faite de telle façon que plus vous devenez riche, plus vous kiffez. Normalement. Eux, ils ont une fonction inverse. Plus ils deviennent riches, plus ils prennent pain. Vous imaginez ce que c'est la vie d'un Elon Musk? Essayez d'avoir un peu d'empathie. Moi, je pense que le monde irait beaucoup mieux si les pauvres avaient de l'empathie pour les riches. C'est un vaste sujet extrêmement profond. Parce qu'en fait, on passe notre temps à se sentir légitime, à chier à la gueule de ces gens pour la moindre erreur qu'ils font, pour le moindre truc. Mais mettez-vous 2 minutes dans une journée d'Elon Musk et essayez d'imaginer comment émotionnellement vous seriez à la fin d'une journée. Mais je ne tiens pas, vous ne tenez pas, personne ne tient. Ça demande un niveau... C'est un peu comme rentrer dans une machine à laver, mettre mode essorage, tourner toute la journée, on vous sort à la fin de la journée, on vous met dans un lit, on dit « t'as intérêt de récupérer dans 6 heures parce que dans 6 heures, tu retournes ». Et pourquoi? Parce qu'il faut comprendre la structure secrète des boîtes. En fait, les boîtes, c'est des filtres à merde. Donc une boîte, tous les jours, elle produit de la merde. Tous les jours. Et puis, il y a des merdes plus ou moins grosses. Et quand la merde est trop grosse, on la monte d'un étage. Parce qu'on ne veut pas la traiter, on ne peut pas la traiter. Et donc, quand vous êtes le type tout en haut de l'organisation, votre boulot est de récolter la merde que personne n'a voulu traiter. Et donc, tous les jours, vous vous levez le matin et vous faites le truc que dans votre boîte de 100 000 personnes, personne n'a voulu faire. Donc, imaginez, quand vous avez une boîte de 10 personnes et qu'il y a 9 personnes qui n'ont pas voulu traiter la merde, en général, c'est petit, c'est sympa. Mais quand il y a 100 000 personnes avant vous qui se sont dit non, ça, c'est pas pour moi, on fait monter d'un étage, je peux vous dire que c'est complètement dingue. Et donc, on parle de gens qui ont des niveaux de pression invraisemblables. Alors, ils ont aussi des niveaux de pouvoir invraisemblables, ils ont de l'argent, ils comprennent très bien le deal. Hein. Ils ont passé un très bon deal et ils vivent avec. Mais on a toujours tendance à voir le bon côté du deal, mais pas à voir le coût du deal. Et c'est d'ailleurs un des grands équilibres de l'univers, c'est que tout succès a son prix caché. Et souvent, quand on est vraiment intéressé par le succès, on est prêt à payer le prix de ce succès, plus que le succès lui-même. C'est-à-dire qu'on vit très bien les inconvénients, plus que les désavantages. Par exemple, moi, j'ai toujours fait des métiers de deal. Et les métiers de deal, c'est des métiers de très haute adrénaline, mais très grand stress. Et j'ai une résistance infinie au stress. Je ne sais pas trop ce que c'est le stress. Je me souviens d'avoir stressé 2-3 fois dans ma vie, mais pas beaucoup plus. Un jour, j'étais dans un avion qui avait des turbulences énormes, les gens criaient et tout, et moi, je me disais, putain, ils sont quand même bizarres, les gens, à crier. Là. Je ne comprends pas ce qui les stresse. Au pire, on meurt. Donc, quand vous avez ce genre de mental, vous êtes attiré par les boulots où, en fait, tous les jours, il y a du nouveau. Mais la plupart des gens autour de moi, ils n'opéraient pas dans ce niveau de stress. Ils disaient, mais c'est... Enfin, j'en veux pas, en fait. Garde ton boulot, je ne veux pas le faire. Donc, vraiment, réfléchissez toujours à c'est quoi le coût de l'action que vous êtes en train de faire. Ouais, dis-moi. Qu'est-ce que vous pensez du fait de... Parle plus fort, excuse-moi. Qu'est-ce que vous pensez du fait de corréler son temps à de l'argent? Qu'est-ce que je pense du fait de corréler son temps à l'argent? D'abord, je pense que la plupart des gens n'ont pas le choix. Ils doivent corréler leur temps à l'argent. C'est la façon la plus simple de commencer à gagner sa vie. Je sais qu'il y a un discours un peu dur envers le fait de vendre son temps, que c'est pas bien, machin. On se calme. Hein. Si vous vendez votre temps cher, c'est déjà cool. C'est déjà un sacré achievement dans la vie. Passez les étapes, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est sûr que la vraie liberté, c'est le jour où vous n'avez plus besoin de vendre votre temps pour l'argent. C'est bête, mais c'est comme ça. D'ailleurs, je pense que j'ai trouvé une définition d'être riche qui fait sens. Qu'est-ce que ça veut dire être riche? Est-ce que c'est 100 000 balles, 1 million, 10 millions? Et en fait, je pense que la vraie définition d'être riche, c'est quand vous pouvez assumer votre lifestyle
sans avoir besoin de travailler un seul jour dans votre vie jusqu'à la fin de votre vie, quel que soit le niveau de lifestyle. Ce qui veut dire qu'on peut être riche avec très peu d'argent. Si vous, par exemple, vous vivez avec 1 000 € par mois, que vous êtes ascète, que vous n'avez pas de famille, que vous êtes seul, que vous êtes content, vous vivez à Marseille, et vous avez vu comme c'est pas cher ici, putain. Que vous vivez dans un endroit où les choses sont pas chères, bah, être riche, c'est 1 million d'euros sur un compte et vous vivez une vie entière. Par contre, si vous avez mon lifestyle, ma vie, machin, la barre, je sais pas si un jour je serai riche en fait. Je me dis je vais être pauvre toute ma vie moi. Mais voilà, donc en fait, ce qui est bien dans cette définition, c'est que ça te montre le choix et ça te montre le niveau que tu dois atteindre par rapport au choix que tu fais. Il y a plusieurs façons de vivre et chacune a sa définition de la richesse. D'ailleurs, les gens jeunes dans la salle, parce que je vois qu'il y en a des très jeunes quand même, si je peux vous donner un conseil, retardez le plus possible le moment où vous montez votre train de vie. Ça, c'est la plus grande des libertés. Quand vous avez une décorrélation entre vos revenus et votre train de vie, et si vous pouvez la garder longtemps, vous allez pouvoir vivre une sacrée liberté. Moi qui n'ai jamais fait ça, je pense que c'est une des pires erreurs de ma vie. Moi j'ai toujours dépensé plus que ce que je gagne depuis l'âge de 12 ans. J'avais des dettes à 13 ans, moi. Je ne sais pas comment j'ai fait. Je me suis dit, mais quand même, c'est dingue. Mais si vous pouvez ne pas être aussi con que moi, je vous assure, c'est assez intelligent. Alors, attends, oui, vas-y. Dans un marché en océan rouge, mis à part l'intensité, quel serait le facteur le plus important selon toi pour avoir le succès? Alors, dans un océan rouge, alors, il y a une théorie en économie qui s'appelle océan rouge, océan bleu. Océan bleu, vous faites un produit que personne d'autre ne fait. Et donc, vous êtes sur un océan bleu, tranquille, la mer est calme. Océan rouge, il y a tellement de gens que la seule façon d'avancer, c'est de buter les autres bateaux. Et donc, ça crée le sang. Et c'est pour ça que l'océan est rouge. En fait, c'est dégueulasse comme image. Mais je pense que c'est très contre-intuitif. C'est que plus vous êtes dans un océan rouge, et plus la qualité qui vous fait réussir, c'est votre capacité à ignorer la concurrence. Et ça, c'est très très dur. Parce que si vous réfléchissez à ce que fait la concurrence, c'est que la concurrence, c'est comparer votre intérieur à l'extérieur des autres. Et donc, vous êtes en information incomplète et vous prenez des décisions d'information complète. Et ça, c'est terrible. Moi, le nombre de fois où j'ai vu les gens fantasmer sur moi en mode « Ah ouais, il a fait ça, il avait prévu le truc depuis 20 ans, putain, c'est un truc de ouf et tout. » Alors que je m'étais levé le matin et j'avais fait « Eh les gars, vous savez, on n'a jamais pensé à faire ça, c'est un peu con, on devrait le faire. » Et on voit les commentaires sur Internet en mode « Putain, un masterpiece stratégie. » Et vous êtes vraiment à la maison en pyjama et vous dites c'est quand même drôle, j'y ai pas pensé avant, quoi. Et donc, les gens imaginent... Et après, les gens projettent sur vous. Et ils se disent, ouais, lui, il est super fort en stratégie et tout. Mais rien du tout, en fait. Et donc, quand tu es dans un océan rouge, tu es submergé d'infos comme ça. Machin, il a fait ci, machin, il a fait ça. Le prix, c'est ci, machin. Donc, avoir la discipline d'effacer tout ça et de trouver la sérénité d'un océan bleu alors qu'on est dans un océan rouge, c'est hyper, hyper dur. Tu as parlé d'intensité, une des clés pour réussir, c'était le niveau d'énergie qu'on met dans les actions. Ouais. Est-ce que tu as aujourd'hui des tips à nous donner pour continuellement pousser ce niveau d'énergie? Ouais, je pense qu'il faut devenir nyctalope. Est-ce que vous savez ce que c'est un nyctalope? C'est quelqu'un qui a la même acuité visuelle le jour et la nuit. C'est un vrai mot, hein. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que le talent d'un entrepreneur, c'est d'être capable de faire quelque chose qui n'a pas l'air possible. Et donc, pour faire quelque chose qui n'a pas l'air possible, il faut le faire beaucoup, d'où l'intensité, mais il faut surtout apprendre à développer des skills rares. Et je trouve que les gens ne sont pas assez stratèges sur les skills qu'ils développent. Ils mettent pas assez d'énergie. Le matin, tu te lèves, tu te dis pas, c'est possible de voir le jour et la nuit. En fait, c'est possible. Tu peux mettre des lunettes de vue nocturne, tu peux devenir un chat, tu as 1 million de façons de faire ça. Mais le simple fait de te mettre comme limite que tu ne peux pas accéder à ce pouvoir, ça te met souvent dans le chemin où tu n'y accèdes pas et ça te donne ta propre limitation. Donc posez-vous la question, c'est quoi le pouvoir magique que vous pourriez acquérir qui changerait tout? Et si ça prend 10 ans, qu'est-ce que c'est 10 ans dans une vie? Les gens manquent de perspective. Je veux dire, la vie est longue, hein. L'espérance de vie en 70-80 ans, durée de travail, c'est 40-50 ans. Moi, j'ai commencé un peu plus jeune que la moyenne, mais voilà. Donc ça fait
20 ans que je travaille, je pense que j'ai encore 40 ans à tirer. Qu'est-ce que c'est 10 ans pour acquérir un skill? C'est rien du tout. Or, qui autour de vous est capable de se dire « Tiens, pendant 10 ans, je vais développer cette skill, ça va être utile pour les 30 prochaines années ». On n'entend jamais les gens dire ce genre de choses. Mais les rares personnes qui pensent comme ça et qui font ce genre de choses, en général, ils finissent par réussir. Et il n'y a pas de secret. Hein. Même si tu es très 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 mauvais, si tu essayes assez de fois, ça finit toujours par marcher. Ça, c'est le truc le plus... je l'ai vu d'ailleurs récemment, ça m'a donné une claque. Je ne citerai pas leur nom, mais j'ai 2 amis entrepreneurs à qui j'avais décerné le titre de plus mauvais entrepreneur du monde. Je pense que j'ai fait le tour et c'était eux. Et je disais à un pote, tout le monde peut réussir sauf eux. C'était notre blague. Et j'ai déjeuné avec eux là il y a 3 mois. Et alors, un truc complètement improbable, ils ont rencontré un mec hyper talentueux qui les a trouvés incroyablement charmants. Il est rentré dans leur boîte, il a pris la moitié de leur boîte, donc ils avaient 100%, maintenant ils ont 25, 25, 50. Le mec, il a tout fait, il est trop content d'être associé avec eux parce qu'il les trouve fun, et ils ont une boîte qui vaut 10 millions. Et vraiment, j'étais au déjeuner, il m'a raconté tout ça, et dans ma tête, je me disais, mais vraiment, les voies du Seigneur sont impénétrables. Il suffit juste d'essayer suffisamment longtemps, en fait. Et pensez-y, hein, ça c'est un truc fascinant sur la nature humaine. C'est que le nombre d'échecs n'a aucun impact sur la magnitude des succès. Imaginez un mec, il fait 100 boîtes dans sa vie, et il fait faillite 100 fois. Mais la fois où il ne fait pas faillite, il gagne 1 milliard. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a un mec qui va se dire « Ouais, bon, ça va, hein, une chance sur 100 ». Tout le monde s'en fout, en fait. Souvent, quand je vois des journalistes de gauche parler de Trump, je me sens obligé de le défendre. Parce que c'est toujours le même argument. Oui, il n'est pas vraiment milliardaire. En fait, il a fait faillite en 82. Le mec, il a une tour à Manhattan avec son nom dessus. Enfin, il y avait 1 milliard d'arguments à avoir. Il est raciste, insupportable, complètement con. Je veux dire, il y a 1 milliard de trucs. Non, il faut qu'ils... En fait, ils ne peuvent pas supporter le fait que ce type a une détermination sans faille. C'est tout. C'est pas... Trump, c'est l'archétype de l'entrepreneur qui a essayé tellement de fois que les peu de fois où ça a marché, ça fait plein d'argent. Il suffit juste de recommencer. C'est quand même, je crois, c'est un des entrepreneurs américains qui a fait le plus de fois faillite perso dans sa vie. C'est pour ça qu'il n'a jamais payé de taxes. Parce que quand vous faites faillite, ça crée des dettes que vous pouvez passer en taxe crédit pendant des années. Mais c'est une performance, en fait. C'est pas à mettre à son discrédit, c'est quelque chose à mettre à son crédit. Et les entrepreneurs le voient. Je veux dire, la raison pour laquelle les entrepreneurs américains ont une fascination pour Trump, c'est parce qu'ils savent le prix de continuer quand tout le monde vous dit que vous êtes un nul. C'est cette résilience-là que les gens valorisent, en fait. Donc, quand vous vous dites « Ouais, ça va pas marcher, qu'est-ce que les gens vont penser qu'est-ce que mon entourage va dire ?» Vous avez, franchement, entre vous et Trump, niveau conneries, il y a de la marge. Hein. C'est-à-dire que si ici, dans la pièce, il y a un mec qui nous fait une Trump, je pense qu'il y en a un tous les 100 ans des Trump. Hein. Enfin, donc vous pouvez y aller, hein, niveau échec. Hein. Vous pouvez rater beaucoup de choses dans votre vie. Oui. Ouais. Moi, je suis musicien de rue. Ouais. Moi, à la base, je gagne d'argent. Attends, je t'entends pas. En fait, à la base, du coup, je gagne ma vie en mettant un peu d'argent dans mon main. Ouais. Et ça, imaginons que, par exemple, ce soir, tu te couches, demain, tu te réveilles tous les yeux, dans la rue avec une guitare. Ouais. Tu sais bien chanter. Ouais, super. Et tu as 120 jours pour transformer ça en un business. Je prendrais toutes les techniques de viralité. En fait, ton succès, il ne se passe pas dans la rue, il se passe sur Internet. Donc la question, c'est que la rue, c'est juste ta scène. Et qu'est-ce que tu peux faire dans la rue qu'on ne peut pas faire ailleurs? C'est l'interaction. Donc la meilleure chose que tu peux faire, c'est susciter des interactions. Des interactions drôles, des interactions choquantes, des interactions virales. Et si tu arrives à faire ça, et que tu le fais de façon muette, tu vas décoller. Regarde tous les pianistes, tous ces mecs-là qui ont tous les mêmes comptes, ils font du piano, et il se passe toujours un truc. Comme par hasard, il y a une nana qui passe par là, elle chante de l'opéra. C'est fou quand même. On n'a pas idée du nombre de chanteuses d'opéra dans les gares. Hein. C'est quand on regarde ces comptes-là, on se dit, mais attends. Et donc en fait, tout le monde sait que c'est fake, mais tout le monde adore. Qui ici a déjà regardé ces vidéos de piano sur les réseaux sociaux? Voilà, tu vois. Donc il est là ton enjeu.
Ton enjeu, c'est qu'il faut que tu penses la rue comme un scénariste. Il faut que tu te lèves le matin et tu te dis, vas-y, qu'est-ce que je vais susciter aujourd'hui? Est-ce que je vais susciter... Par exemple, si un jour, tu pètes une guitare sur la tronche d'un mec qui t'a manqué de respect, il est fort probable que tu exploses sur les autres. Mécanisme typique de viralité. Et tu sais, tu as des fausses guitares en contreplaqué. Tu sais, comme au cinéma, quand tu tapes, elles se brisent. Et... ouais, alors attends, on va faire dans cet ordre, comme ça je n'oublie pas. Vas-y. Juste une question, parce que je suis dans une dilemme en ce moment. Est-ce que tu préfères de se lancer dans un truc qui n'a pas de sens, mais tu as toute la chance de succès à côté de toi, au lieu de faire l'inverse tout simplement? Faire un truc où tu as énormément de risques d'échouer. Ah, hyper intéressant. Ouais. Donc la question c'est, vaut mieux-il se lancer dans quelque chose qui a beaucoup de chances de réussir, mais pas beaucoup de gains, c'est ça? Pas trop de sens, surtout. Pas trop de sens. De sens. Oui. On s'en fout du sens. Qu'est-ce que tu me casses les couilles avec ton sens? C'est pas ça. C'est sens, ça veut dire tu es épanoui dans ce que tu es en train de faire, tout simplement. Et alors pourquoi ton épanouissement te rend pauvre? Non, pas du tout, c'est pas ça. Ah, c'est quoi alors? Est-ce que tu préfères de se lancer dans un truc où ça n'a pas beaucoup de sens, que tu n'aimes pas beaucoup, mais tu as beaucoup de chance à côté de toi? Alors, donc ta question c'est, vaut-il mieux se lancer un truc dans lequel tu t'emmerdes, mais tu as beaucoup de chances de réussir, ou un truc qui te passionne et qui a peu de chances de réussir? Exactement. Passion, sans hésiter. Parce qu'à mon avis, tu sous-estimes le pouvoir de la passion sur tes chances de succès. Mais l'autre question aussi intéressante, ce que j'avais cru, c'est souvent les entrepreneurs lancent des boîtes dont le risque marché est élevé et le risque produit est faible. C'est par exemple réseau social de chiens. Il n'y a aucun risque technologique, tout le monde sait coder ça, il suffit de passer 6 mois à coder un truc, ça marche. Par contre, personne ne sait qui est client de ce truc. Et on a du mal à imaginer le marché. Alors que l'inverse, c'est risque marché extrêmement faible, risque produit très élevé. Fusion nucléaire. Si vous faites une start-up de fusion nucléaire, vous avez peu de chances de réussir à faire le produit, mais vous avez une chance immense si ça marche, parce qu'il n'y a aucun doute que vous allez devenir très riche. Si ici, quelqu'un invente la fusion nucléaire et qu'il se demande comment le monétiser, il m'appelle. Hein. Je crois que ça va être la consultation la plus rapide de l'histoire de l'humanité. Donc, privilégier ces structures-là d'entreprise. Vaut mieux faire plusieurs fois quelque chose de très risqué, niveau produit, qu'une fois quelque chose de très risqué, niveau marché. Alors, attends, il y avait ici, par là, non? Il n'y avait pas... Si, toi, pardon. Oui, je te vois. Mais vas-y, on va remonter comme ça. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer en tant qu'infopreneur? Le conseil. Le conseil à quelqu'un qui veut se lancer comme infopreneur, ne te lance pas. On en a ras-le-bol des infopreneurs, franchement. Entre eux, les pubs... Non, je rigole. Je crache pas dans la soupe. Non, mais en fait, le problème de la plupart des infopreneurs, c'est qu'ils n'ont rien d'intéressant à raconter. Donc, soit quelqu'un d'intéressant, et après, monétise-le. Les gens veulent toujours... J'ai jamais compris les gens qui voulaient lancer des formations et qui n'ont rien à raconter. Ça, c'est... Parce que la formation, c'est un vrai truc. Enfin, quand on a fait des vraies choses dans sa vie, qu'on est pédagogue, qu'on sait raconter des trucs, etc., c'est hyper intéressant de vendre des formations. Enfin, je le fais, hein, je n'ai pas honte. Mais je ne comprends pas pourquoi tout le monde croit... C'est un peu comme être joueur de foot. Ça, c'est un truc qui m'a toujours étonné chez les gamins. C'est la proportion de gamins qui pensent qu'ils ont une chance de devenir joueur de foot. J'ai jamais compris. Les gens, par exemple, personne ne se dit qu'ils ont une chance de devenir astronaute. Les gamins, alors, quand ils sont petits, à la rigueur, mais un lycéen ne pense pas qu'il a une chance de devenir astronaute. Alors que joueur de foot, oui. Bah, joueur de foot, c'est un peu comme infopreneur. C'est que quand tu vois les chiffres des infopreneurs, si tu vois par exemple mon tunnel à moi, ou celui d'Yomi, ou celui d'Alec, quand tu vois l'argent qu'on fait comparé à l'audience qu'on a, c'est tout petit. Donc quand je vois des gens qui n'ont aucune audience et qui espèrent être infopreneurs, je ne comprends pas. Par contre, à l'inverse, il y a un immense marché pour les gens qui vendent leur temps pour apprendre des choses aux autres. Le coaching est un marché très sous-évalué. Je pense que le coaching va faire x10 en fait. Mais ce n'est pas de l'infopreneuriat, c'est tu vends ton temps, tu vends ton expertise, tu passes du temps avec les gens, tu les mentors, ils ne sont pas autonomes, tu vois. Ouais. Tu parlais de bourrinage tout à l'heure. Ouais. Concernant, est-ce que l'éducation de marché doit être naturelle
On n'éduque pas un marché. Tu veux dire apprendre le marché ou apprendre à quelqu'un le marché? Apprendre à quelqu'un de marché. Non, ça n'existe pas. Un marché, ça se découvre, ça ne s'éduque pas. D'ailleurs, dès que vous entendez la phrase « j'ai besoin d'éduquer mon marché », vous courez. Vous allez de l'autre côté, vous oubliez le mec, il est perdu. Il n'y a pas d'éducation de marché. Un marché, soit c'est évident, soit c'est jamais là. Alors c'est évident, mais qu'est-ce que tu fais pour booster Tu fais pas. On ne booste pas un marché. Encore une fois, hein, souvent les gens qui disent ça, c'est qu'ils ont une courbe flat. Et s'ils ont une courbe flat, c'est qu'ils n'ont pas de product market fit. Quand on a un product market fit, on a toujours de la croissance. Et sinon, si tu ne me poses pas une question théorique, pose-moi une question réelle, dis-moi ton business et on verra comment t'aider. l'influence marketing pour les restaurants? Ouais, bah c'est ça, c'est bien ce que je dis, il n'y a pas de product market fit. Les restaurants sont complètement submergés, ils en ont ras-le-bol de votre gueule, ils sont submergés du matin au soir avec des gens qui leur proposent ce service, et donc c'est hyper dur à vendre. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de product market fit. 100% des gens dans ce milieu galèrent, pas parce qu'ils n'ont pas éduqué le marché et machin, c'est parce que les gens s'en foutent. Je veux dire, la plupart des restos, ils sont pleins en fait. Je ne sais pas d'où vient ce délire que les restos, souvent, ils font faillite. Non pas parce qu'ils ont un manque de gens, c'est parce qu'ils ont un manque de rigueur, un manque de personnel, ils payent trop de charges, ils n'ont plus assez de black. On vit quand même dans un pays où la structure économique des restaurants reposait sur le black et du jour au lendemain, on a fait disparaître le black. Donc évidemment que les restaurateurs souffrent. Les gens ne veulent pas payer le vrai prix dans le restaurant, tout, mais il y a 1 milliard de problèmes. Mais le problème, ce n'est pas l'influence marketing. J'y crois pas une seconde. Pour moi, c'est le cas extrêmement typique du faux marché. Justement, tu parlais des vendeurs de formation, de coaching en accompagnement. Ouais. Est-ce que tu penses que, parce que ça se répand sur les réseaux, c'est un truc présent, est-ce que tu penses qu'il va y avoir une bulle où il va y avoir des coachs, et ça va passer? Ouais, bien sûr. Mais c'est normal. De toute façon, dès qu'il y a de la valeur, il y a des bulles. Hein. Les bulles, c'est très bien. Hein. D'ailleurs, entre nous, je trouve que les gens qui se plaignent des bulles, c'est des gens qui confondent la vertu et le business. Je me souviendrai toute ma vie en 99, quand les valeurs Internet explosaient, et les gens me disaient c'est une bulle, moi j'achète pas ça. Dans ma tête, je me disais mais ils sont trop cons les gens. Si c'est une bulle, t'achètes et tu vends. D'accord, tu gardes pas parce que t'as pas une croyance de long terme, mais tu prends ton profit. Et comme dirait Dame Célie dans Kaamelott, tu prends le pognon et après tu réfléchis. Enfin, c'est la règle de base. Mais il y a des gens, ils sont tellement intéressés par leur vertu et leur capacité de casser les couilles de tout le monde, qui viennent nous raconter toute la journée que machin c'est une bulle, truc c'est une bulle, il n'y a pas de fond. Et by the way, si on rentre vraiment dans un sujet sérieux, les bulles sont la base de la construction des infrastructures qui permettent le développement économique. La première bulle, vous la connaissez ou pas? La première folie économique de l'histoire, c'est les tulipes en Hollande. À un moment, il y a des mecs, c'était les NFT de l'époque. Les mecs se lèvent le matin, ils se disent, cette tulipe, elle vaut plus qu'un château. Une fleur. Et puis un jour, on ne sait pas trop pourquoi, au bout de 6 mois, les gens s'endettaient pour acheter des trucs. Les gens se sont dit, ouais, bon, c'est que des tulipes quand même. Et en fait, pourquoi? Parce que c'est, comme toute bulle, c'est un Ponzi. C'est-à-dire que ça repose sur le fait que quelqu'un achète plus cher ce que vous avez dans les mains, jusqu'au moment où il y a un mec qui est collé. Sauf qu'entre-temps, la tulipe s'est développée en Hollande. Quel est le leader numéro 1 de la fleur dans le monde aujourd'hui? La Hollande. Les infrastructures pour la vente de fleurs en Hollande sont dingues. Il y a des entreprises qui datent de cette époque, qui ont été créées à l'époque avec de l'argent, qui existent encore aujourd'hui, qui sont détenues par les mêmes familles et qui font des centaines de millions d'euros par an. Parce qu'il y a un moment, tout le monde faisait que ça, donc il y avait plein d'argent. Et donc la bulle Internet a permis l'essor d'Internet, parce que ça a créé Google. Est-ce que vous croyez que 2 ingénieurs sortis de Stanford, qui n'ont jamais fait un business de leur vie, sont capables de lever 50 millions d'euros sur un slide pour un produit qui est utilisé par 6000 personnes dans le monde, s'il n'y a pas de bulle? Enfin, vous imaginez? Oui, bonjour, alors on a créé un truc, on tape un mot, ça trouve la réponse, mais il nous faudrait 50 millions pour le rendre accessible. Et aujourd'hui, on a 6000 utilisateurs, c'est des étudiants qui ne payent rien, et on ne sait pas comment on va gagner d'argent. Voilà le RIB, merci.
Le seul moment où ça peut arriver, c'est parce qu'on est dans une bulle, que les gens veulent mettre absolument de l'argent. Et comme dit José Garcia dans ce film mythique, La vérité, si je mens un ou deux, je ne sais plus, j'ai dit à la banque, j'ai la start-up. Tu dis à la banque, tu as la start-up, elle te laisse, je sais, gay. Et en fait, je comprends très bien ce qu'il explique, c'est qu'en fait, on a toujours besoin dans une nouvelle économie de passer par une phase de folie, et de la même façon que l'infoprenariat est en train de passer par une phase de folie qui va créer l'infrastructure. Donc 99% des gens vont mourir, 1% va rester, et les 1% vont profiter de l'argent des 99 pour créer des infrastructures qui existeront dans 50 ans. Ouais. Alors attends, il y avait là-bas et après toi. Tu veux lancer ta marque de vêtements? Ouais. Tu veux lancer ta marque de vêtements, t'as pas beaucoup de sous, t'as pas beaucoup de temps, et t'es étudiant. Ouais. Et moi, je veux le numéro de Jennifer Lawrence, mais bon. Je sais pas trop comment y prendre. Blague à part, tous les gens qui sont étudiants et qui veulent être entrepreneurs en même temps, vous oubliez. Ça marche pas. Vous faites votre vie, vous avez un peu de courage, vous arrêtez l'école. Si vos parents ne vous laissent pas arrêter l'école, je ne comprends pas les gens qui n'osent pas s'opposer à leurs parents, mais qui espèrent s'opposer au monde et à l'entrepreneuriat. Donc déjà, vous avez raté le premier test. Mais déjà, premier truc, passe à temps plein. Et si tu passes à temps plein, il y a 1 milliard de façons de lancer une marque sans argent. C'est analyse tous les mecs qui ont lancé des marques sans argent. Par exemple, tu vis dans la ville du mec le plus impressionnant des 10 dernières années dans la mode, Jacques Mus. Écoute toutes ses interviews, lis son livre, regarde son histoire, regarde comment il a fait, et tu auras toutes les clés. Je n'ai pas envie de te donner la réponse, pars en quête. T'imagines le nombre de gens qui ont créé des marques de vêtements sans argent? Diesel, ça a été créé sans argent. Jacques Mus, ça a été créé sans argent. Coco Chanel, ça a été créé sans argent. D'ailleurs, je ne crois pas avoir souvenir d'une marque de vêtements qui a levé des fonds. Enfin, imagine Jacques Mus, oui, je vais faire des tout petits sacs. Ça va cartonner. Il me faudra 1 million, s'il vous plaît. Ce genre de truc, ça n'existe que quand ça a marché. Mais, je peux vous le dire, hein, Jacques Mus, c'est un des entrepreneurs qui m'impressionne le plus sur les 30 dernières années. Hein. Ce type a changé la ville dans laquelle vous vivez. Je ne sais même pas si vous en êtes conscient. Il a changé la perception de la ville dans laquelle vous vivez, à lui tout seul. Il a créé une boîte dont il possède 100% des parts qui va dépasser les 200 millions de chiffre d'affaires cette année. C'est invraisemblable. Mais c'est vrai que lui, il a eu quelque chose... je ne sais pas si vous connaissez un peu son histoire, il l'a raconté dans sa biographie, mais il a perdu sa maman. Et il a promis à sa maman de créer cette marque de vêtements. Qu'est-ce que vous voulez comme meilleure énergie que ça, en fait? Alors, allez pas buter vos mères. Hein. Je ne voudrais pas que le Figaro titre Oussama Ammar appelle à l'assassinat des mamans à Marseille, avec des djihadistes dans la salle. Enfin, c'est pas le sujet. Mais d'ailleurs, en termes d'intensité, il y a Tony Robbins. Vous voyez qui est Tony Robbins? Le coach des coachs du coach. Juste pour jouer à un jeu, combien Tony Robbins fait de chiffre d'affaires par an dans le coaching? 800 millions? Comment? 100 millions? Qui dit mieux? 300 millions? Il fait 6,5 milliards. Rentrez tous chez vous. Ouais. Vous voyez ce que c'est de scaler? Le mec, il vend que du coaching. Hein. Mais il vend du coach, de coach, de coach. Il certifie des mecs qui lui payent de l'argent. Enfin, c'est une organisation incroyable. Tony Robbins, il a un test que j'adore, que je m'applique moi-même. Il dit que la meilleure façon de devenir intense dans la vie, c'est d'imaginer que la personne que vous aimez le plus a été enlevée par un psychopathe, qui lui a mis un flingue sur la tempe, et que si vous ne faites pas votre to-do avant la fin de la journée, la personne meurt. Et il vous encourage à le visualiser. Vous vous levez le matin, vous imaginez que, par exemple, tes adorables enfants sont enlevés, et que si à la fin de la journée, tu n'as pas vendu un appart, boum, fini. Eh ben, t'en vends 2. Et ben, vous voyez, en fait, cette énergie-là, vous avez besoin de vous la mettre dans votre vie. C'est cette énergie-là qui crée l'énergie entrepreneuriale. Tu avais une question, oui? Ouais. Une idée qui n'existe pas, comment est-ce qu'on fait pour la challenger? Une idée qui n'existe pas, comment on fait pour la challenger? On la challenge pas, on la fait.
On l'a fait. Vas-y, donne-moi ton idée. Un bracelet pour essayer d'éviter un maximum le temps d'écran pour les enfants. Un bracelet, donc ils prennent une chute électrique à chaque fois qu'ils ouvrent un... Ouais, un jet de citron comme les chats. Un jet de citron. Lumière ou... Ouais. Parce que c'est... je sais que Bah, tu prends des gosses, tu leur mets le bracelet, tu regardes s'ils tiennent. Hein. C'est aussi bête que ça pour le coup. Et tu regardes ce que les parents en pensent. Mais t'es obligé de le faire en fait. J'ai un business dans l'affiliation Ouais. depuis pas mal d'années et en fait à l'époque j'avais la motivation de push à fond. Maintenant il marche bien. Je sais que je pourrais faire facilement un x10 dessus, cependant j'ai plus du tout l'énergie, la motivation. Ça c'est classique, ouais. Et du coup il faudrait que je trouve un bourrin opérationnel qui fasse l'action. Ouais, et tu lui donnes combien de pourcents de ton business? Et justement je sais pas et en fait j'ai aussi peur de dévoiler tout le business à cette personne parce que c'est de l'affiliation donc c'est un peu c'est craquable. Ouais. C'est un peu bloqué en fait. Ça s'appelle un problème de riche. Alors, je vais la refaire. Monsieur a un business dans l'affiliation qui gagne plein d'argent, mais il n'a plus l'énergie de bosser, il pourrait faire x10, mais il n'a pas l'énergie de le faire. Il a peur que s'il donne les secrets à quelqu'un, bah, la personne va le faire sans lui, parce qu'il n'aura plus de valeur une fois qu'il aura révélé les secrets. Et en attendant, il ne sait pas comment résoudre ce dilemme. Alors ce dilemme, il est impossible à résoudre. Donc, soit tu te chauffes, soit tu oublies le fait que tu pouvais faire x10 et tu fais autre chose. Mais il n'y a pas de réponse miracle à ta question. Et tu n'imagines pas le nombre de gens dans ta position. Hein. J'ai eu le better colous le plus lunaire que j'ai eu de ce sujet-là. J'ai, dans le même domaine que toi, un mec qui a une marketplace d'affiliation avec 36 000 affiliés. Et il s'emmerde à mourir. Et il ne sait pas quoi faire du business. Personne ne veut l'acheter parce que c'est un peu... Il est dans tous les trucs gris. Donc c'est invendable. Il a essayé de mettre des dirigeants, les mecs, ils n'y arrivent pas. Et il n'y a que lui qui a la connaissance, parce qu'il fait ça depuis 1998, donc il connaît les chemins et tout. Et la conclusion du call, c'est démerde-toi. Enfin, les problèmes de riches sont des problèmes qui ont, en général, très peu l'empathie des autres. Hein. Ce n'est pas des problèmes de pauvres. Et ils sont, en général, très difficiles à résoudre, hein, les problèmes de riches. Donc en fait, soit tu te motives, soit tu oublies, en fait. Faut juste... En fait, c'est une sorte de FOMO inversé que tu as. Il faut que tu t'en débarrasses. C'est pas grave. Si tu veux pas, tu veux pas. D'ailleurs, les gens pensent toujours que la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire, alors que la vraie question c'est qu'est-ce qu'on veut faire. Le désir est un moteur de la vie bien plus important que n'importe quel autre désir. Et d'ailleurs, tous les gérontologues le disent. Hein. À la fin de la vie, les regrets, ce n'est jamais les choses qu'on a faites, c'est les choses qu'on n'a pas faites. Ça, c'est vraiment classique. Ouais. Si tu étais en première année de médecine et que tu devais réviser à fond pour réussir avec énormément de concurrence, comment tu t'y prendrais et ça serait quoi tes principaux focus? En première année de médecine? Ouais. T'as une bonne mémoire ou pas? Personnellement? Ouais. Plutôt, ouais, j'ai réussi. Comment? T'as réussi quoi? J'ai réussi ma première année de médecine, je pense que ouais. Mais qu'est-ce que tu me fais chier alors Non, mais c'est parce que j'ai potentiellement des personnes qui vont entendre la réponse. mais toi qui as réussi, qu'est-ce que tu leur dis? Ah, mais ça, c'est une autre question. Mais donc, qu'est-ce que tu leur dis? Sur intensité. D'accord, merci. Est-ce que tu aurais d'autres conseils à titre personnel si tu devais visualiser la Bah, j'ai l'impression qu'en médecine, c'est quand même un sujet de mémoire, je me trompe ou pas? c'est quand même beaucoup de mémoire. Bon, bah, tu vas sur YouTube, tu tapes comment avoir plus de mémoire, tu regardes les 30 vidéos les plus vues du monde, tu prends chacune des techniques, tu les essayes, tu regardes laquelle marche le mieux pour toi, et après, tu appliques cette technique sur tous tes cours. Putain, le mec, il va vendre une formation sur la première année de médecine, je sens venir. Vas-y, parle fort. Comment imaginer, comment lancer un business, comment envisager l'entrepreneuriat Ah, en ayant des problèmes de santé? Ouais, bah là, je pense qu'il vaut mieux pas l'imaginer. Ou faire un truc chill, en fait. C'est quoi comme type... Enfin, c'est maladie chronique, ce genre de choses? Maladie auto-immune, ouais. Et on parle d'auto-immune chambre fermée? Il a le droit de sortir dehors ou pas? Ah, ça va.
Mais c'est juste qu'il est très fatigué et... Ouais. Écoute, l'entrepreneur le plus impressionnant que je connais comme ça, il s'appelle Christophe Castaglieno. Tu peux le trouver sur Twitter. C'est un entrepreneur qui a une maladie de Crohn, qui tous les jours se chauffe pour réussir. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est la maladie de Crohn, c'est une maladie auto-immune et extrêmement grave. Et je pense qu'il sera bien mieux. Moi, je touche, je sais pas quoi, ce qu'il faut, mais j'ai pas envie de. Enfin, malheureusement, heureusement, je n'ai pas cette expérience. Mais je pense qu'il faut parler avec les gens qui vivent ça. Et il est hyper ouvert, Christophe. Il est sur Twitter. Ton pote peut le contacter. Il répondra dans la minute. Et je pense qu'il sera de très bon conseil. Christophe Castaglieno. Je vérifierai après sur mon téléphone. Ouais. Est-ce que tu conseillerais pour trouver ses premiers clients dans le service d'entreprise, petite, moyenne, grande entreprise? Qu'est-ce que tu penses que la réponse est? Je sais pas, justement. C'est vrai? Je Pour de vrai, tu sais pas? me suis pas mal posé la question, et même en prospectant, en ayant des contacts, moi, c'est plus voilà, c'est pour les contacts internes que je peux avoir, ou des amis, ou voilà. Tu penses pas que prendre ton téléphone et faire du cold call et appeler tout le monde, c'est la meilleure façon de faire? Je sais pas aujourd'hui si c'est vraiment ce qui fonctionne. C'est la seule chose qui fonctionne. Bon, je croyais pas que c'était un secret, mais je vous le dis. Prenez votre téléphone et bougez-vous le cul. Et by the way, hein, si vous n'êtes pas capable en cold call de signer vos 10 premiers clients, vous ne serez jamais capable d'avoir le moindre client. Je vais vous la faire très simple. Hein. Il n'existe pas de choses qui ne se vendent pas en cold calling et qui se vendent par miracle, par des méthodes marketing dérivées. Et entre nous, je sais à quel point c'est dur de prendre le téléphone, de parler, de machin. Si vous êtes ce genre de personne, oubliez l'entrepreneuriat. Hein. Je veux dire, entrepreneuriat, c'est d'abord être un vendeur. Hein. Vous passez votre temps à vendre, vous vendez à vous, à vos employés. D'ailleurs, dans la voiture, hier, il me faisait une remarque qui m'a illuminé. Il m'a dit, le pire patron, c'est les employés. Pensez à cette phrase. C'est quand vous avez des employés, vous passez votre temps à être jugé par eux. Hein. Chacune de vos actions, vous devez être un vendeur en permanence. Les gens, maintenant, ils se disent, ouais, machin, le truc. Enfin, comme les hiérarchies sociales paraissent, bah, vous n'avez plus l'autorité légitime du statut de patron. Donc, c'est hyper important d'être capable de closer ses premiers clients avec facilité. Hein. Et souvent, si on n'y arrive pas, c'est que le produit est pourri. Hein. L'offre est simplement pas assez... tu fais quoi exactement ? Vas-y, parle-moi normalement. Ça peut toucher basiquement sur du Excel, les lacunes qu'il peut y avoir dans les entreprises. Ça peut Excel. par exemple, Ouais, mais c'est bien ça. sur fichier, sur l'automatisation des tâches récurrentes. Bah, pourquoi tu vas pas voir... C'est quoi les boîtes dans lesquelles ils utilisent le plus Excel dans ton entourage ? La boîte où je suis actuellement. Incroyable. Ce que je fais en tant que salarié, moi, ce que Ok. je peux faire, c'est prospecter. Donc, attends, toi, en tant que salarié, tu es dans une boîte qui vend à des clients. Moi, je suis chef de projet digital. Ouais. Je travaille, je digitalise pour l'entreprise. Mais cette entreprise, elle n'aide pas les autres entreprises à utiliser Excel. Non. D'accord. Est-ce que tu connais une entreprise qui fait la même chose que ton entreprise? Elle a des concurrents? Ouais. Ouais. C'est dans le pétrole. Ben voilà. Tu prends tous les concurrents, tu dis j'ai appris là, c'est des méthodes de ouf que vous ne connaissez pas, je vous les vends en tant que consultant. Ça devrait marcher. Hein. C'est ton premier axe clientèle. Tout simplement. En plus, tu es crédible. Ouais. Quelles sont les qualités humaines à avoir pour être entrepreneur? Je pense qu'il y en a 5. Il faut être extrêmement déterminé / courageux, avoir une grande flexibilité mentale. La flexibilité mentale, c'est une qualité très sous-évaluée. Vous avez une nouvelle info, vous changez d'avis immédiatement. Il faut avoir beaucoup d'imagination, beaucoup plus que l'intelligence. L'intelligence, c'est très surfait. L'intelligence, ça ne sert pas à grand-chose en entrepreneuriat. D'ailleurs, un conseil que je peux vous donner, c'est essayer toujours de faire un truc plus compliqué que votre intelligence. Si vous êtes vraiment très très intelligent, faites des trucs très très compliqués. Si vous avez l'impression d'être plus intelligent que le secteur dans lequel vous êtes, c'est pas bon, vous allez vous ennuyer, ça va créer plein de problèmes. Donc l'intelligence, ça compte pas, l'imagination, ça compte. Ensuite, mettez
un vrai, comment dire, un vrai point d'honneur à être fidèle et loyal. La loyauté, ça paye beaucoup. Les opportunistes, ils ont l'air sur le court terme de réussir, mais sur le long terme, ça ne marche jamais. Par exemple, ne passez pas vous associer sous un bus parce que vous êtes fâché. Ça finit par coûter très cher à long terme. Et dernière qualité, soyez coquin. L'entrepreneuriat, c'est un truc de coquin. Si vous avez peur de changer les règles, que vous pensez que tout doit être fait dans la règle, dans l'esprit de la règle. Enfin, vous êtes à Marseille, vous comprenez ça, mais essayez de vivre l'esprit de la ville. Pour le coup, vous êtes sans doute dans une ville où normalement cet esprit-là, vous devez le constater autour de vous. Et c'est hyper important. Ça peut être casse-couille au quotidien, mais dans l'entrepreneuriat, c'est hyper important. Vas-y, je te sens motivé pour ta question. Pratiquement pas, ouais. Mais le gros problème qu'il y a pour faire un SaaS, c'est de faire un bon produit et surtout de vendre et de faire Ouais. Le plus grand problème de faire un SaaS, c'est de trouver le bon produit et de le vendre. Je répète pour les gens qui n'entendent pas. En quoi est-ce que moi je suis développeur, mais je suis formateur et je suis un SaaS. Et justement, je me dis en quoi l'IA peut aider à résoudre les deux plus gros problèmes, c'est-à-dire avoir un super produit et surtout le vendre. Eh ben, elle ne peut pas. C'est pour ça que c'est magique. C'est que justement, la seule façon de faire ça, c'est d'être confronté au client et de comprendre ce que le client veut. Mais l'IA, elle ne comprend rien à ça. Et c'est pour ça que l'IA ne change rien à la compétition. Elle change juste qu'avant, des gens qui avaient un bon jugement et un bon instinct de ce que le client veut, il était obligé de parler à un dev. Et maintenant, il n'a plus besoin de parler à un dev. Et ça, c'est une vraie libération du peuple. C'est ça le truc. Non, laisse tomber. On est très très loin de ça. D'ailleurs, faites attention à ça. L'IA sur ce genre de sujet, c'est catastrophique. D'ailleurs, c'est simple à comprendre. Hein. Ça régurgite ce qui est le plus dit sur Internet. Et en fait, si vous regardez, si par exemple vous pensez maths, en général, les gens qui parlent de maths, ils ne disent pas du bullshit. Donc l'IA régurgite des choses intelligentes. Si vous pensez code, la plupart des gens qui écrivent du code sur Internet, c'est à peu près potable. Donc c'est un truc. Alors que marketing, vous avez la synthèse des plus grands bouffons de l'histoire. Enfin, c'est 80% de ce qui est écrit sur Internet en marketing est complètement à l'ouest. Hein. Et c'est facile à comprendre pourquoi. Hein. C'est que comme le marketing, il n'y a pas de barrière à l'entrée, c'est comme la politique, c'est comme l'économie. Si vous allez à la boulangerie du coin, elle a une opinion sur ce que Macron devrait faire pour réformer le pays, mais elle n'a pas du tout d'opinion sur la transformation de Lorentz. Moi, le jour où je vais acheter une baguette et que la boulangère me regarde et me dit « Vous en pensez quoi de la deuxième loi de la thermodynamique ?» Ce jour-là, je me dis « Putain, la démocratie a vraiment fait des progrès. Hein. » Enfin, mais pour l'instant, il y a encore des sujets où il y a une forme d'élitisme qui fait qu'on n'en parle pas. Et le marketing, c'est le même niveau que la politique. C'est Jojo le clodo, il pense que son opinion en marketing, elle vaut, et qu'il peut faire une vidéo YouTube et un truc. Et après, on nourrit les IA avec ça. Et c'est un... D'ailleurs, en parlant de ça, c'est un des plus gros problèmes de la construction des IA actuelles. C'est pour ça qu'elles délirent autant. C'est qu'elles sont fondées sur les choses les plus couramment écrites par les humains. Ah. C'est le seul conseil. C'est que tu es dans un marché tellement petit, tu n'as pas besoin de faire de marketing. Tu as besoin de faire des sales. Souvent, les sujets dans lesquels on a besoin de faire du marketing, c'est des sujets dans lesquels il y a énormément de travail. Parce qu'il y a des tout petits clients, etc. Là, toi, tu es dans un domaine où tu peux appeler les 20 plus grosses boîtes, les avoir au téléphone, comprendre leurs besoins, devenir pote avec eux et bâtir ce qu'ils ont envie. D'ailleurs, le marketing, c'est très rare que ça serve à quelque chose. Hein. La plupart des gens, les gens feraient mieux de faire des sales que du marketing. Hein. D'ailleurs, regardez, ça marche comme ça. De 0 à 1 million, il faut avoir un bon produit. De 1 à 10 millions, il faut avoir des bonnes sales. De 10 à 100 millions, il faut avoir un bon marketing. Mais vous voyez, le jeu du marketing, il est loin dans le jeu vidéo. C'est pas du tout un jeu niveau 1. C'est très très rare de passer de 1 à 100 millions en commençant directement par du marketing. Même des boîtes B2C que vous pouvez imaginer être très marketing-led ont été très sales-led au début. Par exemple, Uber, moi j'ai assisté à la naissance d'Uber.
qui a été créé littéralement sur le bureau en face de moi, les mecs prenaient le téléphone et bookaient des limousines par téléphone. Et ils appelaient toute la journée des patrons de limousines pour les convaincre de s'inscrire sur Uber. C'est pas... Uber a dû commencer à faire du marketing. C'était une boîte qui avait 18 mois, 1 million d'utilisateurs. Je pense qu'ils ont été chercher à la main leur premier million de drivers. Hein. Ouais, allez, dernière question. Pour moi, à quel moment le product market fit est validé? C'est à partir du moment où on ne se pose plus cette question. Le product market fit est toujours évident. Si tu as un débat sur le fait que tu as un product market fit, c'est que tu n'as pas un product market fit. Si tu as un doute, tu n'as pas de doute. Par contre, à chaque fois qu'il y a un product market fit, c'est obvious. Et vraiment, si je te souhaite de l'avoir un jour, tu verras que tu le ressens ici, le product market fit. Pas ici. C'est quand tu commences à te rendre compte que tu fais juste une petite action. Tu sais, imagine, tu vois, tu es à la salle de sport, tu tapes dans un sac de boxe. Et quand tu tapes dans le sac de boxe, au début, tu tapes et le sac ne revient pas. Il n'y a pas de retour. Puis à un moment, tu donnes un coup et le sac te revient dans la gueule. Ça, c'est le product market fit. Merci beaucoup. Bonne soirée.